auditeurs de l'ombre, et bienvenue à Zone d'intérêt, votre podcast théâtral incontournable. Je suis votre hôte, Nejla Ackerman, et aujourd'hui, nous plongeons au cœur dans une œuvre théâtrale qui ne se contente pas de raconter une simple histoire, mais qui crée une réalité alternative où chaque mouvement, chaque mot, chaque image questionne notre perception du monde. Nous parlerons de Rapt, mise en scène par Chloé Dabert, présentée au Granit de Belfort, d'après un texte de Lucie Bois d'Amour. Ou devrais-je dire Lucy Kirkwood? Car oui, cher auditeur, l'autrice britannique se cache derrière ce pseudonyme pour nous livrer une œuvre qui brouille les pistes entre fiction et réalité. Dès les premières minutes, le spectateur est confronté à un message vidéo du Granit annonçant que la pièce qu'il va voir n'est pas celle prévue, mais une autre interdite en Angleterre intitulée Ravissement. Et attention, Nejla, ce n'est pas une pièce comme les autres. Rapt, c'est plus qu'un spectacle. C'est une expérience, une immersion totale dans un univers où la frontière entre réalité et fiction est volontairement floue. Un endroit où tout est surveillé et où le spectateur devient complice de la manipulation. Dès l'entrée, on est plongé dans un décor minimaliste, glacé, presque clinique. Il n'y a pas de scène luxueuse, il n'y a pas de rideau ou de décor enchâssé de dorure. Non, ici on est face à un espace vide, un appartement fonctionnel mais avec une étrange sensation de surveillance constante. Tout est blanc, presque aseptisé. Oui, et cette sensation de surveillance est accentuée par des parois semi-transparentes qui évoquent une sorte de verrière, comme un aquarium où on serait observé de l'extérieur. Il y avait également un espace clos où chaque mouvement est potentiellement enregistré et analysé. Sur scène, des caméras sont fixées sur des trépieds et des écrans géants diffusent des images en direct de ce qui se passe. Le tout nous fait nous demander est-ce que ce qu'on voit, ce qu'on entend est vraiment ce qui se passe? Ou est-ce une autre forme de manipulation? Et justement, ce n'est pas tout. La vidéo joue un rôle central dans ce théâtre de l'illusion. On voit des témoignages filmés de personnages qui semblent vraiment parler à la caméra à nous. Et c'est là qu'on se rend compte que ce que nous montre peut être vrai ou faux, mais en tout cas réellement influent. Oui, tu as raison. Mais moi j'ai un autre exemple frappant. Tu vois Noah, l'un des personnages, il commence à partager ses réflexions via des vidéos de type vlog qu'il diffuse à des amis, mais qui se retrouvent aussi projetées sur les écrans dans la salle. Ces vidéos, elles ont un réalisme glaçant parce qu'elles sont si crédibles qu'on se demande à un moment donné si c'est pas le personnage qui est dans le vrai plutôt que ce qu'on nous montre en direct. Est-ce que tu vois ce que je veux dire, Nejla? Mais oui, bien sûr, je suis d'accord avec toi, Levi, c'est exactement ça. Et que dire des personnages Noah et Céleste? Ce sont des jeunes, ils sont amoureux, ils se retrouvent au cœur d'une affaire d'usurpation d'identité numérique. Leur quotidien bascule lorsque des publications apparaissent en ligne en leur nom, mais sans qu'ils en soient à l'origine. C'est une intrigue qui résonne avec notre époque d'ailleurs, où la frontière entre la vie privée et l'exposition médiatique est de plus en plus floue, voire inexistante. Le spectateur, il est alors amené à s'interroger dans le sens où commence la vérité et où s'arrête la fiction. Et ne parlons pas de la narratrice. Elle entre en scène, elle brise le quatrième mur, elle nous parle directement. Elle se présente comme Caroline Holmes, une journaliste d'investigation qui semble nous révéler la vérité sur des enlèvements d'enfants et des théories de manipulation médiatique. Mais là encore, la limite entre fiction et réalité s'effondre. Est-elle crédible? Ou joue-t-elle un rôle dans cette histoire de contrôle de l'information? Elle interagit parfois avec le public, le rendant complice de son propre regard sur la pièce. C'est un procédé assez déstabilisant, non? C'est une mise en abîme dès l'entrée en matière. Le théâtre devient alors le lieu d'une manipulation assumée. Le spectateur, il est complice malgré lui. La scénographie est épurée, presque clinique, et cela renforce cette impression d'être observé, analysé, constamment sous pression, etc. Et ce n'est pas tout. Tout au long de la pièce, des effets sonores viennent souligner cette immersion. Il y a des bruits de digicodes, des coups frappés à la porte, des voix chuchotées qu'on entend par moments.
Et cela crée une atmosphère de surveillance qui colle parfaitement à l'ambiance de paranoïa instaurée par la mise en scène, non? Tu ne trouves pas, Nejla? Mais c'est exactement ça. Et le tout nous pousse dans une réflexion sur la manipulation de l'information et la radicalisation. Rap nous place dans la peau de Noah et Céleste, un couple pris au piège dans un réseau de désinformation où chaque élément de leur vie est scruté, enregistré, mis en ligne sans qu'ils aient donné leur accord. Leur intimité est exposée, tout comme leur paranoïa d'ailleurs. Hein. Mais bon, voilà quoi. Exactement, Nejla. On voit des personnages se transformer en spectateurs de leur propre vie, où tout ce qu'ils connaissent est mis en scène et manipulé. Leur appartement, leurs relations, même leurs émotions, tout est mis sur surveillance. Comme dans une prison d'ailleurs. Chaque geste devient une performance pour un public invisible. Et tout ce processus de manipulation nous pousse à nous interroger qui contrôle l'information, qui définit ce qui est vrai. C'est ça la force de Rapt. Une œuvre qui, à travers la mise en scène de l'illusion, nous invite à nous questionner sur notre relation à la vérité et à la manipulation. Mais Rapt ne s'inscrit pas seulement dans une démarche contemporaine, non. Il s'inscrit dans une tradition théâtrale plus ancienne, celle de l'illusion et de la mise en abîme. Prenons par exemple l'illusion comique de Corneille. Eh oui, ah oui, bien vu, Corneille. Dans cette pièce, il y a un père, pris d'amant, cherche à retrouver son fils Clindor, il consulte le magicien Alcandre qui lui montre des scènes de la vie de son fils. Mais ces scènes sont-elles réelles ou des illusions? La pièce, elle joue sur plusieurs niveaux de réalité. Elle brouille les frontières entre le théâtre et la vie. Mais oui, c'est ça! La mise en abîme ici est utilisée pour questionner la nature même de la représentation théâtrale. Le spectateur est amené à réfléchir sur ce qu'il voit et à se questionner, est-ce sa réalité ou une illusion? Et aujourd'hui, avec Rapt de Chloé Dabert et de Lucie Bois d'Amour, elles s'inscrivent dans cette tradition, mais elles ajoutent une dimension contemporaine, celle de la rhétorique complotiste. Qu'est-ce que la rhétorique complotiste? La rhétorique complotiste repose sur le doute. C'est la remise en question des vérités établies. C'est aussi la recherche de sens cachés. Et dans Rapt, le spectateur il est constamment amené à douter de ce qu'il voit, à chercher des indices, à se méfier des apparences. Très bonne description, Nejla. Le théâtre devient alors un miroir de notre société où les fake news et les théories du complot se multiplient. Mais c'est justement ça. Rapt nous pousse à réfléchir sur notre rapport à l'information, à la vérité et à la manipulation. Et si on écoutait Chloé Dabert pour qu'elle nous donne son ressenti sur ces sujets-là? J'ai toujours été fascinée par la capacité du théâtre à créer une réalité alternative. Quand tu es dans la salle, tu sais que c'est faux et pourtant tu ressens des choses vraies. Avec Rapt, je voulais pousser cette ambiguïté à l'extrême. Il ne s'agit pas seulement de raconter une histoire. Il s'agit de questionner notre soif de croire, notre capacité à accepter l'illusion, même quand on sait qu'elle est construite. Merci beaucoup, Chloé, pour votre éclaircissement sur le sujet. C'était très intéressant d'avoir une autre perspective, surtout la vôtre. Et j'aimerais aussi que vous rajoutiez quelque chose à propos de... à propos de la mise en scène, de la lumière, des sons, des gestes. Pour moi, la scène est un laboratoire de l'illusion. Dans Rapt, j'ai voulu que chaque élément, comme vous l'avez mentionné précédemment, la lumière, les sons et les gestes participent à créer un doute. Et j'ai cherché également à provoquer de la réflexion. Désolée, j'ai un peu du mal. Dans le sens où j'ai voulu que les spectateurs se questionnent sur est-ce que ce qu'ils voient est vrai, est-ce que ce qu'ils entendent est fiable and reliable. Et je voulais que le spectateur se méfie même de ses propres emotions.
Parce que le théâtre n'est pas là pour rassurer, il est là pour révéler notre besoin presque viscéral d'illusion. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Oula, mais là, j'ai rien compris. Bref, pour conclure, si vous avez l'occasion de voir Rapt, préparez-vous à vivre une expérience immersive où la fiction se mêle à la réalité et où même le spectateur devient une partie intégrante de l'histoire. Vous serez constamment déstabilisé, parfois même manipulé, mais surtout, vous serez poussé à interroger votre propre rapport à l'information. Voilà. Moi, c'était Levi Ackerman, accompagné de Nejla Ackerman. Alors moi, Levi, j'ai tout compris. Fallait pas être que bilingue, fallait être polyglotte comme moi et pas que parler japonais et français. Bref, c'était Zone d'intérêt, l'émission qui explore les territoires incertains du théâtre contemporain. À bientôt pour un nouveau voyage au cœur de l'illusion. Ta-da-da-da-da. Na-na-na-na, Kitsui wa mi-na-na-na-na. Ding, 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 ding.